Hop, et nous voilà en ligne. Alors, j'ai fait plusieurs petites modifications sur l'habillage de la chaîne parce que mine de ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais ça, je crois. Je sais plus quand j'ai commencé exactement. De quand date le premier replay que j'ai mis sur YouTube pour voir un peu comment. Hop. Quand est-ce que j'ai fait ça pour la première fois? J'ai mis ça, j'ai commencé en mars 2021. Donc ça fait, oui là ça fait un an et demi presque. Et donc voilà, j'avais envie d'habiller un peu plus la chaîne avec différentes petites choses. J'ai exploré un peu les options du logiciel qui me permet de faire les streams. Donc j'ai refait un stream d'attente avec des images et puis de la musique. Et puis là normalement j'ai fait quelque chose qui me permet de mieux contrôler aussi le fond sonore du stream. Alors je sais pas encore si la qualité de la hauteur de la musique est satisfaisante par rapport à ma voix, je pense, si je me fonde sur la table de mixage que j'ai, mais vous devriez entendre un tout petit fond sonore derrière ma voix, un peu posé, un peu calme. J'ai mis la référence en dessous si vous voulez la retrouver ailleurs. Et donc ouais, j'ai fait ça pour mieux contrôler le son, parce que j'étais jamais satisfait de la façon dont le son sortait de l'ordinateur particulièrement, et puis de la fenêtre. Donc voilà, donc j'ai fait quelque chose de différent pour voir ce que ça disait. Et puis ces derniers jours, je me suis amusé à streamer d'autres choses sur ma chaîne plutôt que ces lives hebdomadaires pour voilà, repartager un peu plus ma présence en ligne sur Twitch, parce que ce sont des choses qui me font plaisir. Donc, si nous reprenons nos travaux et donc les sujets de discussion que l'on fait habituellement, cette semaine, le thème proposé est la parenthèse. Le concept de parenthèse a été lancé, parenthétique, qui est quelque chose qui m'intéresse depuis quelque temps, sur lequel j'ai eu à travailler déjà dans le cadre de ma thèse de doctorat et sur lequel je reviens régulièrement. C'est cette idée que les parenthèses, les apartés, les précisions que l'on marque avec des parenthèses en typographie moderne ont différents rôles au sein du texte et au sein du discours, et que particulièrement ils dénotent, ils sont la trace d'une hiérarchisation au sein des paroles écrites ou orales, rapportées, etc., que l'on donne, avec l'idée qu'il y aurait donc des paroles principales et les parenthèses seraient des paroles secondaires qui viennent apporter des contrepoints, des précisions, des nuances au tissu secondaire. Et donc il y a des questions d'interrelation complexes entre ces deux strates de l'énoncé, puisqu'il y a des stratégies très particulières de la part des locuteurs et des locutrices pour harmoniser la façon dont ces deux différents discours se comportent l'un par rapport à l'autre. Alors, j'ai abordé cette question de différentes façons dans ma thèse, et cette semaine, je voulais l'aborder également sous une autre forme, qui était celle de la diachronie d'une part, de l'histoire de la langue française, et d'autre part dans un sous-type de discours très particulier qui se trouve être les comptes rendus parlementaires. Puisque l'on va trouver des parenthèses dans les comptes rendus parlementaires, mais, et c'est ça qui va être intéressant, cette stratégie de parenthèse, parenthétique, va évoluer entre la Révolution française, donc la borne initiale de cet article, et aujourd'hui, et qui dénote du coup des stratégies textuelles distinctes que l'on peut mettre au jour. Alors l'article que l'on va parcourir ce soir, pendant la première moitié du stream,
s'intitule « Pour une analyse de discours diachronique, l'évolution du fonctionnement discursif des parenthèses dans les comptes rendus parlementaires entre la Révolution française et l'époque actuelle ». Il s'agit d'un article de Caroline Mellet, du Modico, et qui a été publié dans le cadre des actes du Congrès mondial de linguistique française 2020. Je prends beaucoup de ces articles pour ces streams pour des raisons assez simples, c'est que ce sont des articles déjà très contemporains, c'est vraiment la recherche ultra contemporaine en linguistique, ce qui est toujours très intéressant à faire en sciences, d'aller vraiment sur de la contemporanéité. Et puis d'autre part, ce sont des articles qui sont librement accessibles en ligne, sans paywall ou besoin d'aller chercher un texte quelque part en bibliothèque, donc ça vous permet éventuellement d'y revenir plus précisément si jamais le sujet vous plaît. Donc les liens sur cet article seront donnés comme d'habitude dans le commentaire de la vidéo YouTube et ont été donnés dans l'annonce du stream sur Twitter et je crois sur Mastodon, puisque maintenant je suis sur Mastodon. Donc voilà. Et Bergamote bye en prévision de la soirée. Donc comme d'habitude, je vais lire cet article et puis faire des commentaires annexes. N'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous me suivez en direct pour poser des questions, revenir sur des choses qui vous semblent intéressantes ou que vous voulez que j'explique davantage. D'abord, commençons par le résumé. Cette communication s'inscrit dans le cadre théorique de l'analyse de discours et s'appuie en particulier sur les travaux de Michel Foucault qui considère que le discours n'est pas le reflet d'une réalité indépendante de lui, mais qu'il construit et configure les pratiques sociales. Le travail de l'analyse du discours est de mettre en perspective les formes discursives propres à ces configurations pour dénaturaliser, entre guillemets, ce qui s'impose souvent comme l'évidence. C'est pourquoi il paraît nécessaire de développer une analyse de discours diachronique, permettant justement cette mise en perspective. Cette communication propose une application au compte-rendu des débats parlementaires entre la Révolution et l'époque actuelle. Il s'agit d'étudier en particulier les changements dans l'usage et le fonctionnement discursif des parenthèses. Nous faisons l'hypothèse que la relation que l'institution parlementaire entend nouer avec le citoyen se construit en partie dans ce genre de l'institution qu'est le compte-rendu, qui se lit dans les formes employées, et en particulier dans les parenthèses. Donc commençons. Je pense que je pourrais lire l'article quasiment totalement, je pense. Il est assez court, comme toujours avec les articles du CMLF, ce qui est également un avantage pour les streams de la chaîne. Donc, introduction. L'étude que nous présentons a pour objectif de plaider pour le développement d'une approche diachronique en analyse de discours. Cette approche est présente dans certaines études, en particulier dans le domaine des discours de spécialité ou dans les études littéraires. Elle constitue un axe de réflexion important en analyse de discours. Néanmoins, elle est encore trop peu développée, comme le souligne à juste titre Jean-Michel Adam, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans ce stream. C'est un chercheur dont les travaux m'inspirent énormément encore maintenant. Il me semble indispensable, donc ça c'est Jean-Michel Adam qui parle, d'étudier la spécificité et l'historicité des genres du discours publicitaire, des genres de la presse écrite ou des genres littéraires. Cette remarque relative à certaines sphères d'activité pourrait aisément être généralisée à l'ensemble des sphères sociales. C'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans le cadre de mes travaux sur la coutume de Normandie, qui relève in fine de la même procédure. En effet, la prise en compte de l'historicité permet non seulement de saisir l'intrication étroite entre les déterminations sociales et idéologiques des différentes sphères d'activité et certaines régularités formelles, mais également de dénaturaliser les normes propres à une formation discursive. Nous souhaiterions dans cette étude appliquer une approche diachronique à un genre de discours écrit relevant de la sphère politique française et compte rendu parlementaire. Il s'agira de montrer certaines évolutions de ce genre de discours dans une diachronie longue, de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, en les mettant en relation avec l'évolution des configurations sociales qui s'élaborent à partir de 1789.
Nous partons en effet de l'hypothèse que les structures politiques de la société française, à partir de cette période, radicalement transformées par le prisme de la publicité, et donc le fait que la parole devienne publique, et de la circulation de l'information associée au développement des sociétés démocratiques, entraînent également une restructuration dynamique des configurations discursives dont l'institution parlementaire française garde la trace. C'est l'évolution de ces configurations que nous souhaiterions suivre en nous focalisant plus spécifiquement sur les modifications qui affectent l'économie des parenthèses, qui constituent selon nous des indices forts de la manière dont l'institution se représente et construit l'activité essentielle de rendre public. Tout d'abord, cadre théorique et méthodologique avec l'approche foulcaldienne de l'analyse du discours. Michel Foucault, outre ses travaux que l'on connaît de philosophe, et également de sociologue, peut-on dire, je ne sais pas si c'est un terme propre, mais du moins qui a eu des conséquences sur la sociologie, a également eu une dimension linguistique assez forte qui a essaimé, en France tout du moins, également aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe, la façon dont on traite la langue et le discours. L'étude que nous proposons s'inscrit dans le cas théorique de l'analyse de discours, mettant en relation étroite forme langagienne et sémiotique avec pratique sociale. Dans la lignée des travaux de Michel Foucault, nous considérons que le discours n'est pas le reflet d'une réalité indépendante de lui, mais qu'il construit et configure les pratiques sociales. Le discours cristallise et normalise les formes et les modalités de pouvoir propres à une époque. Il en facilite l'intériorisation par une naturalisation de ces formes qui sont pourtant toujours historiquement situées. Le travail de l'analyse de discours est de favoriser une mise en perspective des signes afin de les dénaturaliser ou encore de les défamiliariser, non ce qui est invisible, mais ce qui n'est que trop visible et qui s'impose comme l'évidence. Il s'agit, pour reprendre les propos de Michel Foucault à propos de l'objectif de l'archéologie, de simplement de faire apparaître ce qui est très immédiatement présent et en même temps invisible. Cette mise en perspective est rendue possible par une approche diachronique des discours qui met en lumière l'évolution des formes linguistiques normées en relation avec l'évolution des configurations sociales. L'intérêt d'une telle approche est pourtant encore trop peu souvent pratiqué, nous plaidons ici pour son développement. C'est vrai que ce n'est pas encore quelque chose qui a été fait systématiquement en sciences du langage, du moins en analyse de discours diachronique, c'est-à-dire il commence à y avoir des études de sociolinguistique historique, mais c'est surtout la sociologie et l'histoire qui se sont emparés de ces questions avec leurs propres outils et leurs propres outils d'analyse, en laissant du coup de côté une approche un peu plus linguistique, science du langagiste, on va dire, des phénomènes, ce qui du coup serait à considérer, je pense, pour notre discipline, et c'est quelque chose moi aussi que j'essaye de faire à mon humble niveau, bien que je me revendique pas explicitement de ce sillon. La catégorie du genre du discours, issue des travaux de Michael Bakhtin, constitue de ce point de vue un objet d'étude particulièrement adapté à une perspective diachronique et à l'observation des évolutions formelles des discours. Définis par Bakhtin comme des types relativement stables d'énoncés, en relation étroite avec les pratiques propres aux différentes sphères sociales de l'activité humaine, ils constituent le lieu intermédiaire où s'intriquent le langagier et le non-langagier. Les genres de discours sont des formes normées mais dynamiques, car sensible à l'évolution des activités sociales humaines. Concept que l'on a déjà abordé, je crois, avec par exemple le concept de roman, qui est un genre de discours, mais ce que nous entendons aujourd'hui dans le sens derrière ce terme de roman, qui semble assez bien déterminé au sein de notre société, n'était absolument pas la même chose il y a 100, 200, 300, 400, 500 ans en français, où le terme de roman recouvrait des réalités très distinctes par rapport à ce que l'on aurait nous. Et donc, il y a des éléments à reconstituer, notamment le fait qu'aujourd'hui on considère le roman comme étant quelque chose de fictionnel, par essence, c'est un genre qui appartient à la fiction, n'était pas du tout évident au Moyen-Âge ou à la Renaissance par exemple, où le roman était avant tout un texte écrit en langue romane, c'est-à-dire en langue vulgaire, et non pas en latin. Donc il pouvait être fictionnel, mais qui pouvait non plus ne pas l'être. Et des mémoires, par exemple, des échanges de lettres ont pu être qualifiés de romans au travers de l'histoire littéraire. Donc là, il y a tout un enjeu générique derrière, que les sciences littéraires connaissent bien, mais qui influence du coup ce que l'on en fait également en linguistique. Donc ces genres de discours
participent à l'institutionnalisation de leur propre à une sphère d'activité, tout comme ils en autorisent les évolutions. Observer les moments de stabilisation et les périodes d'évolution formelle des genres de discours permet donc d'en montrer l'historicité, d'en défamiliariser la réception et de mettre en lumière des configurations politiques propres au pouvoir d'une époque. Nous voudrions appliquer cette approche diachronique à l'étude des comptes rendus des débats parlementaires français entre période révolutionnaire et période actuelle, afin de mettre en lumière certaines modifications affectant la forme de ce genre de discours, en lien étroit avec l'évolution des configurations politiques qui se jouent au sein du discours législatif. Celui-ci est en particulier marqué par l'adoption du principe de publicité des débats qui s'applique dès les États généraux et qui entraîne une relation nouvelle entre l'institution parlementaire et le peuple. Nous faisons ici l'hypothèse que le type de relation instauré, dans ses modalités mais aussi dans son dynamisme propre, se construit en partie dans ce genre de discours et se lie dans des formes employées. Les comptes rendus de réunion sont définis par Frédéric Citry comme des discours écrits qui rendent compte de discours oraux produits lors de réunions à caractère institutionnel. Ils appartiennent ainsi au sous-ensemble, identifié par Jacqueline Autier-Revue et Julie Lefebvre, des genres du tenant-lieu, puisqu'ils se présentent comme tenant-lieu de l'événement de parole qu'ils représentent. Le compte-rendu parlementaire participe ainsi à la construction des types de relations politiques qui se nouent entre le citoyen et le pouvoir législatif par les modalités mêmes de représentation de ces événements de parole que sont les débats au sein de l'hémicycle. Au-delà, les formes choisies inscrivent les valeurs propres à l'institution parlementaire. Suivre les modifications formelles du genre du compte-rendu entre la Révolution française et l'époque contemporaine, c'est accéder aux évolutions qui affectent ces modes de relation et ces valeurs. Donc, les parenthèses. Nous souhaitons ici approfondir un aspect particulier de ces évolutions en nous intéressant plus spécifiquement à l'évolution de l'économie des parenthèses dans les comptes rendus parlementaires. Ces signes de ponctuation ont été appréhendés par plusieurs chercheurs, comme Nina Katash, grande spécialiste de l'orthographe et de la typodisposition, comme vous le savez peut-être, ou Sabine Boucheron-Pétillon, d'un point de vue énonciatif, et c'est sur ce plan qu'il s'agit en effet de les saisir pour comprendre leur fonctionnement. Pour Boucheron-Pétillon, le décrochement typographique qu'instaure la mise entre parenthèses constitue une opération d'ajout montrée, une mise en scène et pour ainsi dire orchestrée par le sujet écrivant. Elle contient ainsi deux instructions de lecture fondamentales. 1. Je mets un segment discursif entre tirets ou entre parenthèses. Ce faisant, je le désigne à la fois comme un élément ajouté sur le fil de l'écriture et comme un segment suppressible, syntaxiquement non essentiel au déroulement de l'énoncé. 2. Je le place sur un plan énonciatif particulier, original, à part, une sorte d'espace exotique, un ailleurs discursif à forte densité subjective. Et c'est là tout l'enjeu des parenthèses ou de l'hyperbate ou des tirets, etc. C'est qu'il y a une tension assez forte, voire paradoxale, entre le fait de dire « ceci n'est pas important », parce que si c'était important, ce serait inclus dans le reste de l'énoncé, mais là, je le mets entre parenthèses, donc il est secondaire, mais dans le même temps, et ce faisant, il y a un geste de désignation très fort sur les parenthèses que l'on interprète parfois comme un ailleurs discursif, quelque chose de propre à la subjectivité, ou du moins qui aide à la compréhension générale de ce qui vient d'être dit. Donc il y a un grand paradoxe dans le fait de mettre une parenthèse. Est-ce que c'est de l'utilité inutile ou de l'inutilité utile? C'est assez intéressant. L'étude diachronique des comptes rendus met en évidence une évolution dans l'emploi des parenthèses. Nous proposons d'étudier les principales manifestations formelles, etc. Donc sur quel corpus a-t-on travaillé? Le corpus de notre étude s'appuie sur diverses sources. Il s'agit des comptes rendus publiés dans le Moniteur universel, paraissant à partir du 21 novembre 1789, donc c'est quasiment l'anniversaire, on va dire, du Montreur universel, puis dans le Journal officiel à partir de 1848. L'étude est complétée pour l'époque contemporaine à partir de 2016 par des sources numériques mettant en ligne les comptes rendus des assemblées disponibles sur le site de l'Assemblée nationale. Tous les comptes rendus sont publics sur Internet aujourd'hui. Si vous voulez revenir et lire les débats parlementaires en ce moment, et Dieu sait si on parle beaucoup des débats parlementaires en France sur maints sujets, voilà, tout est disponible gratuitement, librement sur le site de l'Assemblée nationale. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a beaucoup de choses à apprendre, je trouve, de ces comptes rendus.
Ce corpus permet de saisir les principales évolutions formelles, spécifiquement celles qui relèvent de l'usage des parenthèses. Nous avons fait l'hypothèse que ces modifications étaient à mettre en relation avec des facteurs externes de plusieurs ordres. Le régime politique, tout d'abord, plus spécifiquement la place politique qui est accordée au pouvoir législatif. Les modes de diffusion des comptes rendus, selon qu'ils sont externes ou internes à l'institution parlementaire. Les techniques de recueil des interactions orales parlementaires, avec en particulier la maîtrise progressive de la sténographie associée à une organisation efficace de la prise de notes. Le statut juridique et officiel des comptes rendus, enfin, qui ne devient définitif qu'à partir de 1848. Ces facteurs déterminent des périodes de stabilisation et des moments de rupture dans les caractéristiques formelles du genre discursif du compte rendu parlementaire. Nous avons pu mettre en évidence 3 périodes historiques caractérisées par une certaine homogénéité. Tout d'abord, l'époque allant du début des États généraux jusqu'aux années 1820-1840, qui, comme nous l'avons souligné, instaure une relation nouvelle entre pouvoir politique et le peuple au travers du principe de publicité, de rendre public. Ce principe politique, adopté dès les premières séances du débat des États généraux, se traduit à la fois par l'admission du public dans les tribunes et par la production et la publication de très nombreux comptes rendus des débats. Il s'agit d'une véritable rupture politique. Alors qu'en France, le secret des affaires politiques était de règle dans le domaine politique, le principe de publicité apparaît comme la manifestation d'une transparence associée à la démocratie, en opposition à une culture et une pratique du secret qu'on attribue au régime despotique. Et on voit que cet état de fait n'a pas changé dans le débat public, puisqu'on se rappelle à l'époque, même encore maintenant, mais véritablement à partir de 2020 et le Covid, le fait qu'un certain nombre de décisions liées à la santé publique se tiennent en huis clos auprès des membres du gouvernement et du Conseil de sécurité a soulevé énormément de critiques de toutes parts, disant que voilà, ces débats et ces décisions devaient être prises à l'Assemblée et non pas en petit comité secret. Cette rupture fondamentale donc explique que la tenue des États généraux à partir de 1789 constitue la bande temporelle antérieure de notre étude. La période très longue, située entre 1820 et 1840 et l'année 2016, qui correspond à une période de normalisation et d'homogénéisation des pratiques discursives par une fonctionnalisation des secrétaires des débats et un monopole de la production des comptes rendus. Progressivement, en effet, le Moniteur universel tend à devenir l'organe officiel et en 1820, ces journalistes obtiennent le monopole de se placer en contrebas des tribunes. Le corps des fonctionnaires sténographiques officiels, créé en 1845, est rattaché à l'Assemblée en 1848 et le Moniteur universel devient journal officiel de la République française. Les comptes rendus de toute cette période, malgré quelques variations internes, évoluent. L'époque qui commence à 2016, qui voit, par la numérisation systématique des comptes rendus et par le traitement des métadonnées qu'elle permet, les pratiques, la réception et l'utilisation des comptes rendus sont bouleversées. Ce bouleversement influe sur la forme même des comptes rendus. Nous avons travaillé sur un corpus exploratoire composé de 3 échantillons de ces 3 périodes. Pour le corpus ancien, tous les comptes rendus parlementaires du mois de mars 1790 parus dans le Moniteur universel. Pour la deuxième période, tous les comptes rendus parlementaires du mois de mars 1881 parus dans le journal officiel. Pour le troisième corpus, tous les comptes rendus du mois de mars 2016 parus au journal officiel. Ce corpus exploratoire n'est donc pas exhaustif, mais il permet de mettre en évidence des évolutions importantes, à confirmer par une étude plus large dans le genre de discours de compte-rendu parlementaire, en particulier dans le statut et l'usage des parenthèses. Les exemples présentés sont issus de ces 3 corpus. L'orthographe a été modernisée, mais la typographie et la mise en page ont été conservées. De par le fait, puisque si on travaille sur la typodisposition, l'orthographe nous concerne guère, mais par contre la mise en page est de la toute première importance. Donc, analyse des données. La première évolution dans l'usage des parenthèses est son extraordinaire augmentation quantitative dans l'écriture. Présentes dès les premiers comptes rendus parlementaires, les parenthèses ne sont que très rarement utilisées pendant la première période. Ainsi, dans le corpus A, donc la plus ancienne, on relève en tout et pour tout 32 occurrences d'énoncés entre parenthèses. Dans le corpus B, les énoncés entre parenthèses s'élèvent à près de 2000 et à près de 4000 dans le corpus C. Dans le corpus A,
Les événements représentés sont généralement intégrés à une même trame linéaire, sans usage des parenthèses, qui permettrait une hiérarchisation, une catégorisation des informations. Se succèdent ainsi les propos individuels, le discours direct ou indirect, les propos collectifs ou sans origine identifiée, les propos ritualisés et répétitifs provenant de l'institution et en particulier du président de l'Assemblée, et tous les actes non-verbaux ou associant actes verbaux et non-verbaux. Donc par exemple, si on lit un texte en entier, Monsieur de Casales, premier passage au discours direct, c'est ça. Si la ville de Bordeaux s'était bornée à dénoncer ce réquisitoire et n'avait pas interprété ces expressions, je serais de l'avis de Monsieur de Mirabeau, le fils du magistrat, etc. Deuxième élan, formule de clôture, on ferme la discussion. Ensuite, l'Assemblée délibère, strictement. Ensuite, Monsieur Dudon-Fils est admis à la barre. Il entre avec rapidité. Repassage au discours direct. Je savais bien, messieurs, que la nature serait la plus forte, etc. etc. Ou bien alors, Monsieur le Chapelier, toutes les expressions du réquisitoire annoncent l'intention de s'élever contre vos décrets. Il est certain que les troubles étaient câlinés lorsque le réquisitoire a été prononcé. B, cette dernière assertion est fortement déniée. Donc là, bruit indistinct. L'Assemblée commence à devenir très tumultueuse. On demande que la discussion soit fermée, qu'elle soit continuée, qu'elle soit ajournée. Après de longs débats, l'ajournement est rejeté. Plusieurs projets de décret sont présentés. La priorité est accordée à celui du comité, etc. Mais tout ça, pas de parenthèse. On est au 4 mars 1790. La comparaison entre le corpus A, B et C est parlante de ce point de vue, puisque ces derniers rendent compte d'une évolution systématique vers une organisation des informations par l'usage des parenthèses. Les informations représentées sont réparties de manière en deux groupes. Les propos des orateurs individuels autorisés sont représentés sans parenthèses, et toutes les autres informations sont placées entre parenthèses. Par exemple, donc là nous sommes le 15 mars 1881, Monsieur le Président, vous pouvez vous prononcer contre l'urgence pour des motifs tirés de l'ordre législatif, mais je ne puis laisser dire, là entre parenthèses, interruption, mouvement divers, ferme la parenthèse, je suis absolument désintéressé dans la question, on ouvre la parenthèse, nouvelles interruptions, réclamation sur plusieurs bancs, on ferme la parenthèse. Ou bien alors, 16 mars 2016, avec entre parenthèses à la fin, applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen. Celui-ci opère une organisation et une hiérarchisation de l'information qui exploite les propriétés en langue du décrochage typographique. En marquant de cette manière le caractère accessoire et suppressible syntaxiquement des éléments mis entre parenthèses, le rapporteur indique en discours que ces éléments sont également sémantiquement secondaires. De manière indirecte, cette opération place au premier plan les informations qui échappent au décrochage typographique, d'autant que le développement de l'usage raisonné des parenthèses s'accompagne diachroniquement d'une adoption systématique du discours direct pour les propos des orateurs individuels. On assiste ainsi à un double mouvement qui rend compte d'une double hétérogénéité. La première est énonciative et concerne le décrochage typographique qui correspond à un retour métadiscursif du rapporteur sur son écrit, mettant en retrait certaines informations représentées. La seconde est sémiotique et énonciative car elle répartit nettement les informations entre celles qui sont représentées au discours direct et toutes les autres, ayant pour point commun de relever de la responsabilité du rapporteur. Le rapporteur représente les propos des orateurs individuels autorisés, selon le mode du discours direct, et ce faisant, il fait la monstration des mots de l'autre, en indiquant ainsi que ce ne sont pas les siens, qui n'en assument pas la responsabilité. A l'opposé, dans les énoncés entre parenthèses, le rapporteur assume les propos comme étant les siens, et lorsqu'il doit représenter les propos collectifs, il le fait selon le mode du discours indirect qui constitue une reformulation avec ses propres mots des mots de l'autre. L'espace entre parenthèses devient une aire discursive, propre au rapporteur, mais elle est mise en retrait et réduite. De ce fait, le rapporteur, par le décrochage typographique, entend signifier deux choses. Il indique d'une part que les informations contenues entre parenthèses sont secondaires, d'autre part, il signifie le retrait même de l'instance énonciative responsable de l'ensemble du compte-rendu, qui tout à la fois se manifeste dans le signe de la parenthèse et circonscrit son champ de validation à une partie restreinte, la plus restreinte possible, du compte rendu. Par ricochet, il place au premier plan les énoncés au discours direct, en indiquant les caractères nécessaires et non suppressibles, et en exploitant en discours les spécificités sémiotiques.
Ces remarques doivent être nuancées. Il s'agit davantage d'un mouvement en cours que d'un processus achevé et complètement unifié, même dans les comptes rendus les plus récents. Certes, la tendance à réduire et à circonscrire le plus possible des informations représentées provenant explicitement du rapporteur se poursuit et s'observe. Les comptes rendus sont au discours direct dès que possible. On peut comparer de ce point de vue les comptes rendus du vote d'une loi dans l'exemple 5 et l'exemple 6 ou encore l'annonce de la clôture de la séance. Donc, par exemple, nous sommes le 19 mars 1881. Monsieur le Président, je donne lecture de l'article. Article unique, les communes de Decazeville, Buisse-Panchaud, Lévignac, Flagnac, Saint-Parthen, Saint-Santin et Almont, Aveyron, entre parenthèses, sont distraites du canton d'Aubin et formeront à l'avenir un nouveau canton dont le chef-lieu sera fixé à Decazeville. Et là, entre parenthèses, l'article unique du projet de loi est mis au vote, est mis aux voix, est adopté. Ou bien alors, nous sommes le 16 mars 2016. Madame la Présidente, je mets aux voix l'amendement 571. Entre parenthèses, il est procédé au scrutin. On ferme la parenthèse. Voici le résultat du scrutin, nombre de votants, nombre de suffrages, etc. etc. Et entre parenthèses, l'amendement n'est pas adopté. Ou bien alors, Monsieur le Président, on est le 19 mars 1881, jeudi à 2h, séance publique, discussion de loi d'un projet local et suite de l'ordre du jour, entre parenthèses, la séance est levée à 16h20. Ou bien alors, en 2016, là encore, entre parenthèses, la séance est levée à 20h02. Dans le corpus B, donc celle de la période intermédiaire, l'annonce de la mise aux voix de l'article de loi et celle de la séance suivante sont prises en charge par le rapporteur. Dans le corpus C, donc après 2016, on trouve une représentation du discours direct des propos émanant du président ou de la présidence et placés sous leur responsabilité. Néanmoins, certaines informations considérées comme importantes ou essentielles à la compréhension du compte-rendu sont maintenues, dans le corpus B comme dans C. Les occurrences 5, 6, 7, 8 offrent des exemples de ces informations maintenues, comme l'annonce des conséquences du résultat de vote ou encore l'indication, selon des repères absolus, de l'heure de la fin de séance. D'autre part, il faut signaler que les comptes rendus intègrent parfois des propos au discours direct à l'intérieur des énoncés décrochés. On trouve déjà ce phénomène dans le corpus A, c'est surtout dans les corpus B et C que ces formes se multiplient. Par exemple, donc nous sommes le 19 mars 1881, Monsieur le rapporteur parle, la distribution aura lieu le plus tôt possible, aussitôt que le vote sera rendu, je suis sûr que la commission centrale sera nommée et que les commissions des départements seront instituées sans retard. Et entre parenthèses, très bien, très bien. Donc c'est du discours direct, mais on ne sait pas qui parle. Ou bien alors, 16 mars 2016, Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État, d'aboutir au respect de cette feuille de route et à lever des sanctions. La réunion à laquelle vous faites référence, et entre parenthèses, enfin, sur les bancs du groupe Les Républicains. Et tout à fait officiel. Donc là, discours direct, mais avec précision de là d'où viennent le bruit. Et voilà. Ces énoncés au discours direct représentent toujours des propos collectifs. Ils peuvent apparaître seuls ou accompagnés de précisions sur l'origine spatiale ou politique des propos. Dans le corpus B, ce mode de représentation au discours direct entre fréquemment en concurrence avec un mode de représentation en dehors des parenthèses. Donc par exemple, séance du 17 mars 1881, « Messieurs, je ne veux pas insister, il est bien évident que la Chambre me refuse personnellement sa bienveillance. » Et là, saut à la ligne, à droite, hors des parenthèses, « Mais non, mais non. » Voilà. Cette concurrence tend à se réduire dans le corpus C, où il est très rare de trouver des propos collectifs en dehors des parenthèses, sauf si les orateurs sont nettement identifiés. Ces deux façons de représenter les propos collectifs produisent des effets différents et donnent un statut différent aux propos représentés au discours direct. Lorsqu'ils sont entre parenthèses, le rapporteur fait une monstration des mots de l'autre, tout en signalant que ces propos sont secondaires pour des raisons diverses. Le rapporteur entend de cette façon... entend de cette façon signifier que ces propos sont moins importants, soit parce qu'ils sont répétés, soit parce qu'ils sont considérés comme des incursions, n'empêchant pas la poursuite du propos du locuteur autorisé. L'évolution quantitative s'accompagne d'un changement dans les formes syntaxiques présentes. Dans le corpus A, la plupart des occurrences sont des énoncés phrastiques. Par exemple, 23 mars 1790, la partie droite de l'Assemblée s'élève par des clameurs contre cette proposition. Ou 24 mars 1790, à ce mot, il s'élève un murmure général, Monsieur l'abbé Maury n'achève pas.
et ainsi de suite. Oh oui, je l'aime bien. Le roi est juge, l'orateur dit, le roi est juge suprême de la nation. Entre parenthèses, il s'élève de grands murmures du côté gauche de la salle. On ferme la parenthèse. C'est au nom du roi que la justice se rend. C'est le roi qui répond de tous les jugements. Entre parenthèses, nouveau murmure. On est le 25 mars 1790. Lorsque les énoncés s'intègrent à des propos représentés au discours indirect, il n'y a pas de rupture énonciative ni cohésive, et les propos décrochés, tout en étant placés en retrait, peuvent syntaxiquement s'intégrer à la trame linéaire du compte rendu. Lorsque les énoncés entre parenthèses se placent au milieu ou à la fin de propos représentés au discours direct, il se crée une véritable rupture énonciative entre les propos représentés au discours direct et les propos entre parenthèses, chacune ayant ses propres repères énonciatifs. À l'intérieur des énoncés décrochés, les verbes conjugués au présent situent les informations représentées dans une temporalité structurée en fonction de l'instance énonciative du rapporteur. Les énoncés phrastiques décrochés font émerger des bribes d'une instance énonciative responsable d'une trame narrative guidant et orientant le lecteur. On constate d'ailleurs des procédés de liage textuel permettant d'assurer une continuité entre ces îlots et soulignant la permanence du rapporteur. Par exemple, l'adjectif nouveau, nouveau murmure, présuppose des murmures antérieurs et indique la continuité d'une instance narrative. Ces procédés de liage textuel s'établissent parfois non entre les énoncés, mais entre un énoncé décroché et les propos représentés au discours direct. Le terme métalinguistique à ce mot établit un lien de conséquence et renvoie en même temps à une successivité temporelle entre le moment des propos tenus au discours direct et l'élévation des murmures notés au présent. Le rapporteur se manifeste ainsi par son effort pour combler les ruptures énonciatives et assurer la cohésion de l'ensemble de sa production. Dans le corpus B, mais oui mon chou, tu es mignonne. Dans le corpus B, les énoncés décrochés sont très rarement des énoncés phrastiques. Les événements collectifs, verbaux ou non verbaux, sont représentés par des déverbaux. Par exemple, faites des cancans, des commérages, on vous écoutera, entre parenthèses, exclamation à droite. Il s'agit de la séance du 15 mars 1881. Cette tendance s'accentue encore tandis que Bergamote vient nous rejoindre. Là, vous la voyez sur la caméra. Oui, tu es belle, mon petit. Quand elle me monte dessus et qu'elle me regarde avec ses petits yeux pleins d'amour, ça me fait tellement chaud au cœur. Oh là là. T'es la plus belle des chatounettes. Cette tendance s'accentue dans le corpus C, puisqu'on ne trouve aucun événement de ce type représenté par un énoncé phrastique. L'usage des déverbaux modifie le mode de représentation du rapporteur dans les énoncés décrochés. L'ancrage personnel et temporel permis par les formes verbales conjuguées s'efface au profit de la valorisation de l'acte. Le déverbal n'a pas de valeur virtuelle dans les comptes rendus parlementaires, il est représenté comme un acte effectif, mais il laisse en suspens son interprétation aspectuelle, chronologique et personnelle. Exclamation peut être interprétée comme processif ou résultatif. D'un point de vue chronologique, il n'indique pas si les phénomènes relevés sont concomitants ou s'ils succèdent aux événements de parole au discours direct. Et ils ne permettent pas d'établir un lien temporel entre les événements représentés et les repères temporels du rapporteur. Dès lors, c'est au lecteur qu'est laissée la responsabilité d'établir un lien temporel et logique entre la représentation des propos au discours direct et la notation exclamation. L'évolution diachronique se caractérise enfin par une réduction progressive des noms utilisés pour désigner les actes verbaux, paraverbaux et non-verbaux. Cette évolution se fait sentir entre le corpus B et C. On passe ainsi de 18 noms dans le corpus B, réclamation, interruption, applaudissement, bruit, approbation, rire, cri, murmure, rumeur, sensation, exclamation, protestation, mouvement, sourire, assentissement, dénégation, bruit de conversation, déclamation, à 7 dans le corpus C le plus récent. Applaudissement, exclamation, protestation, interruption, rire, sourire et huée. Cette réduction rend compte du même souci d'un retrait maximum de la présence explicite du rapporteur dans les comptes rendus, au profit de la représentation des propos au discours direct. Les déverbaux effacent l'ancrage temporel du rapporteur, mais la dénomination des événements verbaux et non-verbaux constitue bien une activité de catégorisation dont il garde la responsabilité et qui renvoie à son appréciation subjective. Parce que la différence, par exemple, entre protestation et huée, par exemple, ou entre interruption et exclamation, bon,
et laissé à votre propre sensibilité. On peut alors... Pardon. On peut alors interpréter la réduction des déverbaux pour la représentation des événements comme la tentative de minimiser l'intrusion du rapporteur dans les comptes rendus. Les nuances qu'on pouvait observer dans les écrits de la période intermédiaire, entre approbation et assentiment, ou murmure et bruit de conversation, pouvaient être mis sur le compte de la variété des instances de rédaction, proposant leurs propres mots pour apprécier les événements dont ils doivent rendre compte. Par la réduction et l'homogénéisation des déverbaux, la responsabilité de la catégorisation est renvoyée à une instance collective, qui est celle de l'institution parlementaire. Autrement dit, on a une formalisation plus forte, une catégorisation plus forte, comme si c'était l'État lui-même qui n'autorisait que 7 types de réactions, entre parenthèses, dans les comptes rendus. Et attention à celui qui en mettrait un 8e. Concluons, ou du moins faisons une grande synthèse. L'étude que nous avons proposée permet de mettre en lumière l'unité propre au genre du discours parlementaire et ses évolutions indéniables au cours de cette période. C'est ce caractère dynamique du compte-rendu parlementaire, à l'intérieur d'une forme de stabilité expliquée par des conditions politiques et idéologiques à peu près constantes, dont nous avons voulu rendre compte. Nous avons choisi de nous intéresser en particulier à l'économie des parenthèses dans ces comptes rendus. Si cette étude peut fournir un témoignage de l'évolution anachronique de l'usage des parenthèses, elle montre surtout l'évolution de ces usages au sein d'une institution particulière, en relation étroite avec l'évolution des configurations politiques et idéologiques au cours de la période. Les changements dans l'usage des parenthèses rendent compte d'évolutions majeures. La réclusion entre les parenthèses des informations relevant de la responsabilité du rapporteur, accompagnée de l'adoption systématique du discours direct pour les propos au discours direct, donc, signale le passage d'un modèle narratif à un modèle dramaturgique. Dans la première période, entre la Révolution et 1820-1840, faire le compte-rendu des débats, c'est en quelque sorte raconter l'histoire, prise en charge par un secrétaire narrateur, des échanges parlementaires. Le secrétaire des débats, dont l'énonciation laisse des traces dans le texte du compte-rendu, ordonne la représentation des propos dans une trame narrative qui intègre propos et faits de manière homogène. Les marques de cohésion textuelle font état d'un travail de rédacteur pour lier entre elles des éléments hétérogènes. Les parties initiales et finales des comptes rendus sont de ce point de vue remarquables, car elles construisent un cadre narratif permettant d'insérer ensuite les propos. Le compte rendu, par exemple, du 5 mars 1790 commence par « Messieurs l'abbé de la salle 7, Perrault, de Volney et un grand nombre de députés qui n'avaient point assisté à la fin de la séance d'hier se présentent à la tribune pour prêter le serment civique. On leur propose d'attendre que le procès-verbal soit lu. Non, dit M. Perrault, nous nous croirions des intrus dans cette assemblée si nous n'avions rempli notre devoir de citoyen avant l'ouverture de la séance. On appelle leur nom, ils prêtent le serment. » Donc là, pas de parenthèse. Le premier paragraphe donne des indications permettant de placer les débats dans un cadre général. On peut lire, dans la mise en place de ce cadre, les résidus d'éléments permettant de donner les indices d'une atmosphère, propre à comprendre les propos représentés par une contextualisation. À partir des années 1820-1840, ce modèle narratif cède la place à un modèle dramaturgique, ou, pour reprendre des catégories platoniciennes, à une mimésis directe, représentant uniquement les échanges, réduisant au maximum les indices d'une prise en charge énonciative et abandonnant complètement le cadrage narratif. Le texte subit alors un travail de structuration et de hiérarchisation de l'information, reléguant dans les parenthèses les informations non verbales, plaçant en retrait les marques d'une intervention énonciative du secrétaire. L'usage grandissant des parenthèses au cours de cette période peut ainsi être interprété comme un indice du passage d'un mode de représentation fondé sur la narration à un autre, relevant d'une mimésis directe. Cette transformation place la parole politique parlementaire au premier plan en l'exhibant. Elle utilise en particulier les effets discursifs propres au discours direct, sur lesquels nous devons revenir rapidement. Caractérisé par outil revu, par son statut sémiotique autonome, le discours direct repose sur une monstration du signifiant. La parole devient spectacle. Elle semble s'exhiber sans intermédiaire, de manière transparente, en prise directe avec le citoyen. La narration du compte-rendu, prise en charge par une instance énonciative servant d'intermédiaire entre la parole parlementaire et le peuple, tend à être remplacée par une exhibition de paroles représentées qui se passe de tout filtre.
La trame chronologique ne suit plus les repères proposés par cette instance, elle suit le déroulement même de l'acte de lecture, proposant à chaque citoyen lecteur de recommencer, sous ses yeux, le déroulement pur des débats. C'est le principe de publicité de l'institution parlementaire, affirmé de manière presque continue pendant plus de 2 siècles, qui trouve ici une réalisation épurée et idéalisée. La fiction de l'institution parlementaire, sans rapport avec la réalité, puisque les propos au discours direct ne sont qu'une représentation des propos réellement tenus, j'ai déjà eu parlé de ça dans certains de mes streams, doit passer par l'affirmation de plus en plus nette d'une présence directe au débat d'un citoyen autonome et indépendant, dont l'opinion ne se forge que par une prise directe avec les propos des représentants du peuple. Cette configuration est liée de manière très étroite à la valorisation de la parole parlementaire et à la croyance en la construction de la vérité politique issue de la confrontation des points de vue. Non seulement le signifiant même des discours est présenté comme déterminant dans l'élaboration du jugement du citoyen lecteur, mais la représentation des débats potentiellement conflictuels doivent lui permettre de se forger une opinion rationnelle. Les comptes rendus disent par les formes mêmes adoptées toute la confiance que l'institution sociale accorde à la valeur heuristique de la parole parlementaire. Ils projettent la représentation imaginaire d'une institution incarnant de manière exemplaire l'idéal démocratique. C'est joliment dit, ça. Et c'est sur cette phrase que se conclut cet article de Caroline Mellet du Modico. Je redonne ses références. Donc l'article s'intitule pour une analyse de discours diachronique, l'évolution du fonctionnement discursif des parenthèses dans les comptes rendus parlementaires entre la Révolution française et l'époque actuelle, l'article date de 2020, il est issu des actes du Congrès mondial de linguistique française et il se trouve en ligne à l'adresse que vous trouverez en commentaire de cette vidéo ou encore sur les tweets et poètes que j'ai fait sur Twitter et Mastodon de ce stream. Un article assez intéressant, je vais me chercher un peu d'eau avant de poursuivre puisque cette lecture m'a particulièrement asséché la gorge. Je reviens de suite. Hop, me revoilà. Donc voilà un article très intéressant d'analyse de discours diachronique et de la façon dont on peut inférer des conclusions synthétiques assez pertinentes, il me semble, à partir d'un micro-indice comme l'emploi des parenthèses, dont l'emploi se stabilise, se formalise et s'institutionnalise à travers des rôles symboliques particuliers au sein d'une institution comme l'Assemblée nationale. C'est typiquement ce type d'article, c'est typiquement le type de recherche que j'aime faire. Travailler sur le micro, sur un petit élément, sur un mot, afin d'aller vers le macro, vers quelque chose qui engage davantage une représentation discursive. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de doctorat avec le pronom lequel. C'est ce que je continue à faire de différentes façons avec les articles, les livres que j'écris, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de partir du petit pour aller vers le grand. Je suis plus à l'aise pour travailler comme ça, généralement, en matière de sciences, on va dire, plus généralement. Il me semble qu'il y a 2 grandes façons de procéder. Il y a des chercheurs, des chercheuses qui voient directement le modèle, l'ensemble de la structure et qui parviennent à aller du tout vers le détail avec une grande efficacité. Moi, c'est plutôt le contraire. Je préfère partir du détail pour aller vers le tout, vers le petit élément qui m'a fait dire que il y avait quelque chose à voir là-dessus et puis de tirer un fil qui me permettait partant de le réunir. Mais bon,
il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, il me semble. Hein. Les deux évidemment se valent, mais voilà. C'est une façon de travailler, moi, qui me convient, il me semble, davantage. Alors, hop. Donc du coup, je vais juste muter cette musique, normalement. Donc là, normalement, vous n'entendez plus que ma douce voix. Et ma déglutition. Pardon. Et nous allons, partant, lancer notre jeu du soir, Grim Fandango, ici en version remastered, sorti en 1896 peut-être, 97. Attendez, j'ai un doute. Dans ma tête c'était 96, mais j'aurais dû revérifier. Grim Fandango. 98, autant pour moi. Et nous allons reprendre une nouvelle partie. Alors, si je mets le jeu en plein écran, est-ce que... Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Let's see. Options graphiques, voilà. Plein écran, non. Non, vous ne... Ah si, parfait. Parfait, parfait. Vous devez le voir. Alors, je vais en profiter pour... Hop. Augmenter un peu. Est-ce que vous le voyez? Normalement, vous le voyez. Hein, mais oui, mon chou. Et on va reprendre une nouvelle partie. Je vais me taire le temps de l'introduction, qui est l'une de mes préférées. J'ai mis le jeu en français, puisque c'est... voilà, c'est la langue que j'ai connue, par laquelle j'ai connu le jeu, et j'ai encore beaucoup d'affection pour le doublage français, que je trouve de très très bonne qualité. Voilà, pour le jeu, mais je vous laisse profiter de l'introduction. Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis prêt à vous emmener maintenant. M'emmener? Mais où ça? Alors, monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux? Non. C'est seulement que votre accoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant? Moi? Mais je suis votre ami. Je m'appelle Manny Calavera et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage. Je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso. Vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le pays des morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée? Non. Quelle traversée? Le grand voyage de l'âme en 4 ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le pays des morts dans une voiture de course? Ou alors sur un paquebot de luxe? Ou, si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express? C'est notre TGV super luxe. Il conduit les âmes au 9e monde, le pays du repos éternel, en 4 minutes au lieu de 4 années. Mais les élus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. Oui. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Ah, elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie.
Alors dans ce cas, vous pouvez m'accompagner? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Non, j'ai pas l'intention de moisir ici, mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé Manny, patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler sitôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégotent-ils, ces types? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer le reste de l'éternité à fourguer des cannes à des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients? Il me faut un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Qu'est-ce que c'est? Alors, je me lasserai jamais de cette introduction, je pense. Je vais baisser un tout petit peu, je pense, le son ici. Voilà, ça devrait être bon. Donc, Grim Fandango, jeu de 1998 sorti sur PC, développé par LucasArts et notamment par Tim Schafer, à qui l'on devait déjà Full Throttle, auquel on avait joué il y a de cela quelques semaines, je crois. Je vais mettre le lien de la vidéo où on a joué à Full Throttle, que je me rappelle un peu. Mais oui, moi je suis où? Où est-ce qu'il est? Ah. Attendez, il me semblait... Il y a 9 mois, d'accord, un peu plus loin que... un peu plus tard que je ne l'aurais cru. Alors, hop. Voilà la vidéo que je cherchais dans le chat. Donc, il fait partie de ces jeux d'aventure sortis dans les années 90, à la toute fin, on va dire, de l'âge d'or des jeux d'aventure. Et il a notamment été... il a eu un succès d'estime critique assez important, mais le succès populaire n'a pas été malheureusement assez bon. Et le jeu fait partie vraisemblablement des derniers grands jeux de cette époque. Puisqu'après ça, le jeu d'aventure va passer... voilà, va perdre en popularité. Et il reviendra quelques dizaines d'années plus tard, mais il y a eu un assez long hiatus où commercialement les éditeurs ne voulaient plus vraiment développer ces jeux qui ont été pourtant le fer de lance du jeu micro, surtout micro, depuis les années 80. Donc l'histoire de Grim Fandango, vous avez vu l'introduction, je la résume à nouveau rapidement. Le jeu s'inspire particulièrement du folklore mexicain et notamment de la fête des morts, hein, du pays de cette célébration des ancêtres, hein, et des disparus, qu'un film comme Coco, par exemple, de Pixar va reprendre bien des années plus tard, plus récemment, mais l'idée est la même. Donc nous sommes dans le pays des morts, le 8e monde. Notre réalité est la 7e. Une fois que nous mourrons, nous sommes dans le 8e monde et nous prenons alors la forme de squelettes, hein, ces calaveras, ces cadavres qui errent du coup sur cette terre, et normalement ils doivent faire un voyage de 4 ans afin de purifier leur âme, afin de se guérir de leurs péchés pour pouvoir prétendre atteindre le paradis, le 9e monde, le pays du repos éternel. Sauf que c'est un chemin dangereux, et même si les gens qui sont dans cet univers sont déjà morts, ils peuvent, disons, remourir, ou du moins ils peuvent être empêchés d'atteindre leur destination. Et c'est là alors qu'à leur arrivée, ils vont dans le DDM, le département de la mort, qui est le lieu officiel. Oh là,
Est-ce que... Ouais, j'ai l'impression que le replay est un peu choppy. Ah, attendez, je vais repasser en mode fenêtré. Parce que j'ai peur que le stream soit malheureusement moins... Voilà, on va... Si je le mets en fenêtré en augmentant... Ah, j'ai l'impression quand même que... Ah, c'est dommage, le stream est... Ouais. Le stream est très haché, malheureusement, sur le jeu. Alors, attendez. Est-ce que je peux améliorer la qualité du replay? Fonctionnalité spéciale, affichage, rendu original, affichage. On va rester en large. On va ôter les commentaires du directeur, volume du commentaire, transcription des dialogues, volume de la musique, langue, caméra, échelle de résolution. Qu'est-ce que cela... Ah, bas, le plus bas, éclairage avancé. Est-ce que là... Ouais, j'ai dû baisser les options du jeu. Donc qui n'est pas aussi beau, puisque la version remaster opère quelques modifications un peu techniques, mais ça permet d'avoir... Voilà. Quelque chose de tout de même plus joli lors du replay. Donc une fois que les âmes arrivent, ils se rendent au DDM, au département de la mort, où là des agents, des courtiers, hein, comme Manny Calavera, notre héros, va du coup leur proposer des moyens de locomotion plus ou moins élaborés pour leur permettre d'atteindre le paradis. Ces moyens de locomotion, on l'a vu, ce peut être des voitures de course, ce peut être des paquebots de luxe, mais le nec plus ultra, c'est le 9 Express qui conduit les âmes au 9e monde en 4 minutes, au lieu de 4 années, un genre de super TGV. Mais pour accéder à ces moyens de transport, il faut avoir vécu une vie vertueuse. Plus votre vie a été vertueuse, plus vous gagnez des points, on va dire, d'après-vie du pays de mort, et donc plus vous avez la possibilité de faciliter votre voyage. C'est un genre de karma, on va dire. Sauf que, voilà, Manny qui était jadis le vendeur le plus compétent de son département, depuis quelque temps, ne parvient pas à trouver des bons clients. Et ce qui pose problème. Alors c'est pas très bien expliqué dans le jeu, mais de ce que l'on peut comprendre, Manny lui-même ne peut pas atteindre le 9e monde parce que apparemment il a fait des choses dans sa vie humaine qui n'étaient pas très glorieuses, et donc les autorités, les divinités, on va dire, ceux qui dirigent cet univers-là, l'ont obligé à travailler comme courtier dans le département de la mort, jusqu'à ce qu'il puisse repayer son âme, hein, racheter son âme, et enfin atteindre le paradis. Sauf que comme maintenant il ne peut plus vendre que des cannes à des âmes voilà, peu glorieuses, il va avoir du temps à remplir sa dette, et donc il se demande bien ce qui se passe et pourquoi il n'arrive pas à trouver des bons clients. Et donc c'est à ce moment-là que nous intervenons et que nous allons essayer de savoir ce qui se trame dans le département de la mort. Le jeu original se dirigeait qu'au clavier, avec un système assez intéressant. Donc là je bouge Manny au clavier, hein, je le fais tourner, il recule, il marche, hein, donc un peu comme dans Escape from Monkey Island auquel on avait joué également sur le stream, hein. Je vais vous mettre la vidéo plus récente d'Escape from Monkey Island. Où est-ce qu'il était? C'est Escape from Monkey Island, voilà, hop, copier le lien, tac.
qui utilise le même moteur que Grim Fandango. Mais du coup, comme ils avaient encore du mal à faire les humains, ils ont choisi plutôt de faire des cadavres, ce qui permet une stylisation des personnages un peu plus élaborée, ce qui marchait très bien, ce qui était une très belle idée. Et donc, là, on se balade dans les environnements, et quand Manu tourne la tête, là vous voyez, hop, ça veut dire qu'il peut interagir avec l'objet. Donc on se balade dans les environnements en regardant un peu là où Mani tourne la tête, et quand il tourne la tête, hop, il peut interagir avec un de ces objets. Alors, ce mode de déplacement, ce que l'on appelle encore les tank control, demande un petit temps d'adaptation. C'est pour ça que dans la version remaster, ils ont rajouté un contrôle à la souris, où le curseur change. Vous voyez, il passe de la croix à une sorte de fleur, hein, lorsqu'il y a un élément interactif. Et donc, on peut interagir, prendre l'objet, l'observer, ou que sais-je. Et comme c'est un jeu d'aventure, Mani parle énormément à lui-même. Donc, un clic droit, par exemple, va décrire l'objet, enfin, faire apparaître un menu, comme dans Full Throttle, où l'on peut donc interagir avec l'objet, le regarder ou le prendre. Donc si on choisit de regarder cet objet, on dirait que j'ai un message. Mani va faire un commentaire à haute voix. Donc ouvrons le système pneumatique. C'est une directive pour mission spéciale. À tous les agents, signé Dan Copal, directeur général. Bon, les têtes de crâne, croisez les phalanges, on a du pain sur la planche. On a une intoxication de maths sur les bras. Comme il y a trop de morts à sélectionner, les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors, remuez un peu vos carcasses. À vos ordres, patron. Donc là, vous voyez déjà quelque chose d'intéressant. Manu a lu une lettre. Cette lecture se fait au discours direct. On a entendu la voix des personnages, donc de la secrétaire, puis ensuite du patron Don Copal. Et ensuite, Mani s'est fait un commentaire lui-même. Il est courant dans les jeux d'aventure, pas systématiquement, mais très régulièrement, que les personnages se fassent des remarques à eux-mêmes lorsque l'on interagit avec l'environnement. J'ai la liste rouge des mauvais payeurs dans un fichier spécial. C'est-à-dire qu'ils se parlent à voix haute plutôt que d'avoir des pensées intériorisées, ce qui serait parfaitement possible en soi. Mais si vous regardez effectivement Mani, il bouge la bouche lorsque je lui demande de regarder un objet. Mon tube à message est vide, comme d'habitude. Donc, ce sont des paroles qui sont verbalisées. Pourtant, on pourrait se demander, par rapport au discours direct, quelle est justement cette hiérarchisation qu'il peut y avoir entre ces différents types de dialogues. Là, voici l'un de mes dialogues favoris. Le chef me file sans cesse de la doc pour me motiver. Ils ont acheté la ferme, vendaient-leur des vaches, plein de trucs comme ça. Ils ont acheté la ferme, vendaient-leur des vaches. Je vais prendre ces cartes. Je sens que la journée va être longue. Donc on peut se demander jusqu'à quel point cette façon de procéder est assimilable à des parenthèses, c'est-à-dire des éléments secondaires par rapport au discours direct que l'on va avoir en parlant avec les personnages. Puisque Grim Fandango, comme étant un jeu d'aventure de la bonne tradition, oui, je sais qu'il ne sauvegarde pas automatiquement, vous inquiétez pas. Cet encart me fait rire à chaque fois parce que pour ma génération, naturellement, que les jeux vidéo n'enregistrent pas automatiquement. Mais pour la plus jeune génération, c'était peut-être quelque chose d'intéressant à noter. Donc on peut se demander jusqu'à quel point ces éléments intéressants où le personnage se parle à lui-même est assimilable à des parenthèses par rapport au discours direct. Donc par exemple, parlons à la secrétaire du patron. Mani, tu vas louper la grande intox. Donc nous sommes dans un cadre classique de jeu d'aventure avec des dialogues, des arbres de dialogue, ça c'était classique
dans le cadre des jeux vidéo. J'en ai parlé d'ailleurs dans une conférence que j'avais faite à Liège en mars dernier, en juin dernier également, et sur lequel je reviendrai dans un article qui sera publié vraisemblablement dans le courant de l'année prochaine. On sélectionne une réplique, le personnage à qui l'on s'adresse donne une réponse, ce qui donne accès à d'autres répliques, et ainsi de suite. Donc par exemple, tu vas manquer d'intoxication, hein, donc... Une intoxication? Mais si, l'intoxication au gazpacho. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Je fais circuler des notes, mais personne ne les lit. C'est où déjà cette intoxication? Demande à ton chauffeur de te rencarder, bon sang. Au fait, je suis censé être quelque part en ce moment? Dois-je encore t'expliquer en quoi consiste ton travail? Non, mais vas-y, ça me fera un peu rigoler d'entendre ça. Le manuel Calavera que je connais récupère des clients dans le pays des vivants. Après là. De préférence. Il les ramène ici et fait tout ce qu'il peut pour réussir à leur vendre la meilleure croisière possible. S'il vend assez de croisières de luxe, notre héros pourra alors quitter le pays des morts. En attendant, on est coincés ici tous les deux et on répète les mêmes choses, jour après jour, pour l'éternité. Donc, je passe Je n'ai plus qu'à battre le pavé. sur les dialogues qui sont délicieux. Je vous encourage véritablement à aller à acheter ce jeu sur Steam. Hein. Il coûte peu cher, c'est vraiment un des grands classiques du jeu d'aventure. Mais moi, ce qui m'intéresse, et ce pourquoi j'ai eu l'idée de jouer à ce jeu par rapport à ce thème de la parenthèse, c'est cette interaction-là. Je vais observer la secrétaire. C'est Eva, la secrétaire du patron. C'est Manny, le souffre-douleur du patron. Je vous le remets. C'est Eva, la secrétaire du patron. C'est Manny, le souffre-douleur du patron. Manny se parle à lui-même, comme on le ferait dans n'importe quel autre jeu d'aventure. On décrit un objet quelconque et le personnage parle à voix haute. Tiens, ceci est un jeu de cartes. Tiens, ceci est la porte de mon bureau. Tiens, ceci est un livre, etc. Mais ces paroles-là, et ça c'est très rare dans le cadre des jeux d'aventure, même de la période. C'est Eva, la secrétaire du patron. C'est Manny, le souffre-douleur du patron. Cette parole-là est entendue par le personnage, et ça va se reproduire quelques fois dans le cadre de Grim Fandango, et elle va lui répondre. Donc ça prouve bien que ces petites remarques ne sont pas spécifiquement à destination propre du joueur, mais qu'elles interagissent aussi dans l'univers diégétique du jeu, et que les personnages qui existent dans ce jeu peuvent à ce moment-là les récupérer à leur compte pour rebondir et répondre comme si une véritable personne se plantait devant vous et disant « Tiens, mais c'est la boulangère ». Bon, ce qui serait quelque chose d'assez étrange, mais qui initierait un dialogue. Bonsoir, merci de passer, merci d'être là. Donc, il y a un enjeu intéressant dans Grim Fandango sur le statut de ces paroles parenthétiques. D'habitude, dans le genre du jeu d'aventure, ce sont des parenthèses à destination du joueur, donc quelque chose qui n'est pas censé être important dans le déroulement de l'aventure, mais qui sont ici récupérés par les personnages de la diégèse. Mais on va marquer les cartes. Manny, qu'est-ce que tu fais? Je marque ces cartes, chérie. On n'en aura pas besoin immédiatement. Je ne sais pas si on ira faire l'énigme, mais... Hop. Je pourrais faire ce jeu... voilà, sans on va dire sans réfléchir, sans lire une soluce, tant j'ai C'est l'ascenseur qui mène au garage. tant je l'ai eu fait encore et encore quand j'étais adolescent, je le faisais en boucle. C'est un de mes jeux favoris encore maintenant. Je connais tous ces dialogues, je pense, et c'est un jeu dont j'appréciais énormément, dans la mesure où, alors je sais plus comment on le faisait, mais il me semble qu'il y a une touche pour récupérer tous les dialogues qui sont prononcés au cours de la partie.
J'en connais encore énormément. Donc, un jeu d'aventure comme Grim Fandango joue déjà sur les limites entre ce qui se passe au niveau diégétique dans l'espace de jeu et l'univers du jeu d'aventure, le genre du jeu d'aventure dans lequel il y a effectivement un certain nombre de conventions, et notamment le fait que l'on puisse parler à voix haute et interagir avec les personnages. Mais à nouveau, ces choix de dialogue et cette hiérarchisation des observations parenthétiques par rapport à ce qui serait l'importance dialogale et ce que les personnages peuvent ou ne peuvent pas entendre, est également soumis à des critères d'arbitraire que l'on peut voir par exemple dans cette scène. C'est fermé. Hey, service. Hey, qui ose? Où le personnage n'a pas entendu Glottis, nous en train de dire c'est fermé, mais qui a réagi au fait de frapper à la porte. Je m'appelle Calavera. Manny Calavera. Moi c'est Glottis. Les Clifters sont rares par ici. Glottis, un des personnages les plus truculents du jeu, un démon, puisque donc ce sont des émanations du pays des morts qui viennent aider les humains morts de différentes façons. Là encore, l'un de mes dialogues favoris. Est-ce que Glottis est un nom allemand? Glottis. Glottis. C'est un nom allemand? Oh non. Regardez la tête de Manny qui suit la tête de Glottis. Je suis un esprit du pays des morts. On m'a donné un seul but, une seule spécialité, un seul désir. Conduire! Ou faire des vidanges et régler des allumages s'il n'y a rien d'autre à faire. Je n'ai donc plus de... Donc, là encore, conduire. On dirait. Tu veux bien remplacer mon chauffeur? Donc voilà, donc les dialogues dans le cadre du jeu d'aventure, comme Grim Fandango, répondent à des hiérarchisations complexes qui demandent à la fois de connaître le genre du jeu d'aventure et ses codes fondamentaux. Mais Glottis n'est pas gros. C'est les voitures qui sont trop petites. C'est les voitures qui sont trop petites. Ouais, de vrais pots de yaourt. Et ça me donne... J'aime bien ces petites oreilles qui bougent quand il réfléchit, quand il est content. Un peu de tôle et le tour est joué. Donc cela demande à la fois de connaître le genre du jeu d'aventure et les codes le président, mais également d'avoir une idée de la hiérarchisation qu'il peut y avoir entre les différents types de dialogues, entre les dialogues prioritaires, va-t-on dire. Oui, ces bagnoles sont trop petites. Tout est trop petit ici, de toute façon. Mais justement, tout est trop petit pour lui, de toute façon. Donc cette hiérarchisation du dialogue entre ce qui peut être entendu par les autres personnages et ce qui ne le sera pas dans le cadre de la discussion et de l'interaction entre Manny et son environnement. Donc pas la peine d'essayer de faire signer l'ordre de mission à Eva immédiatement, puisque cela ne va pas fonctionner. On va directement aller à la résolution de l'énigme. Avec l'un de mes écrans favoris, parce que lorsqu'ils ont construit ça, ils ont sucré toutes les primes. Où ils ont bâti ça. Ça leur est revenu si cher qu'ils nous avaient sucré toutes les primes. Mais c'est un tableau qui en jette. Je vous montre juste ce petit écran également que j'aime beaucoup, mais qui sert à rien en fait dans le jeu, parce qu'on ne peut pas partir à pied. Je ne veux pas me faire écraser. Je ne devrais déjà pas être ici. La forêt pétrifiée. Roubacar, pas si loin que ça, mais pour moi c'est comme si c'était le bout du monde. Donc cette hiérarchisation entre les dialogues
qu'opère Grim Fandango, c'est un peu la même façon et ça répond plus ou moins aux mêmes règles que ce que fait les parenthèses dans les comptes rendus parlementaires que l'on a explorés auparavant. C'est-à-dire que vous avez des dialogues narratifs, des commentaires narratifs, quand il s'agit par exemple de s'assurer de l'identité d'un objet qui existe dans le On monde. dirait une corde, mais en fait ce sont de vulgaires nœuds attachés ensemble. Et les remarques qui sont davantage dramaturgiques, qui visent, dans le sens propre du terme, non pas à conférer de la théâtralité, mais vraiment à faire du drama, c'est-à-dire à faire progresser l'action. Et il y a une opposition, il y a toujours une tension dans le cadre du jeu vidéo d'aventure, hein, que l'on avait déjà abordé, entre ces deux pôles du récit. Hein. Il y a d'un côté le besoin de narrer et donc d'expliciter les enjeux et ce qui se passe. Et donc ça se passe par la description, donc par un élément plutôt secondaire de l'interaction qui ne vise pas à modifier l'environnement, mais à créer des relations entre l'environnement et le personnage. Hein, c'est ce que l'on avait par exemple avec les King's Quest, et là encore, je renvoie à un stream que j'avais fait le mois dernier sur cette question de la grammaticalité de King Quest, voilà, que j'avais sur lequel j'avais exploré cette thématique-là. Donc, ces relations narratives sont tissées par l'observation de l'environnement par le personnage. On dirait que Don a programmé son micro pour répondre automatiquement aux appels. Donc ça, c'est de la narration. Et quand on interagit avec l'environnement pour résoudre les énigmes, c'est du drame. C'est de l'action. Je vais juste changer son message. Ah non, Eva! Signez vous-même, voulez-vous? Je suis débordé! Or, ce qui est intéressant, c'est que, partant, cette opposition-là, ce travail-là, s'opère par un renversement également de la façon dont la littérature, par exemple, ou les comptes rendus, pourraient considérer cette évolution. C'est-à-dire que ce qui est parenthétique, dramatique, est au premier plan dans un jeu vidéo d'aventure, et ce qui est narratif devient secondaire, puisque non utile pour résoudre les énigmes. On peut finir tout le jeu, Grim Fandango en particulier, sans décrire un seul objet, puisque seules les actions comptent. Mais à nouveau, ça, ce n'est pas le cas dans tous les jeux d'aventure, et c'est ça qui est intéressant, puisque vous avez une certaine politique du jeu d'aventure, chez Sierra par exemple, ou chez d'autres développeurs, dans lequel le joueur ou le joueuse ne peut faire une action dans le jeu que si son personnage, dans la diégèse, a lui-même compris ce qu'il allait faire. Donc ce qui passe notamment par la description des objets, afin de s'assurer qu'il fait une bonne option. C'est ce que vous avez par exemple au début de Runaway Road Adventure, c'est le cas que j'utilise, l'exemple que j'utilise constamment pour illustrer ça, où vous devez réveiller une femme dans un lit d'hôpital pour pouvoir vous enfuir parce que vous êtes menacé par des barbouzes. Et le problème, c'est qu'on lui a donné un somnifère particulièrement puissant qui s'appelle dans mes souvenirs Ronflaton, avec Ronflaton ronflé comme un bison. Et donc, il faut la réveiller. Et donc, la bonne astuce, c'est d'activer le mécanisme anti-incendie de la chambre, afin de faire pleuvoir de l'eau, afin de faire tomber de l'eau, et de la réveiller. Sauf que le personnage refusera de faire cela dans ce jeu-là, dans Runaway, à moins d'avoir lu la notice du médicament, qui explique que le seul moyen de réveiller un patient assommé avec le médicament, c'est de leur faire prendre une douche froide. Dans Grim Fandango, on n'aurait pas eu besoin de lire ce médicament, puisque seule la dramaturgie importe. La narration n'importe pas. Mais justement, c'est parce que les jeux d'aventure s'étaient bloqués en mettant trop l'accent sur la dramaturgie que le besoin de refaire appel à de la narration s'est fait jour dans un certain nombre de jeux que l'on trouve aujourd'hui. Hein.
Et donc Grim Fandango fait partie de cette dernière école du jeu d'aventure, hein, dans laquelle on a Return to Monkey Island de Ron Gilbert également, hein, bon, dans lequel il y a cet enjeu-là, cette tension entre narration et drame, entre parenthèses et fil conducteur principal. Mais faisons signer ce papier à Eva pour que Glottis puisse modifier une voiture et devenir notre chauffeur. Il faut absolument que le patron me signe cette note. Et j'adore cette cinématique. Monsieur Copal, Monsieur Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Oh non, Eva! Signez vous-même, voulez-vous? Je suis occupé! Excuse-le, Manny, j'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de force 3. Eva, tu m'épates. Je ne savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. Alors, dans le manuel du jeu, c'est rigolo. Parce que les développeurs du jeu voilà, racontent l'histoire et font des petites blagues sur beaucoup du développement du jeu. Et ils mettent notamment en idée, ils demandent aux gens et notamment aux parents de ne pas s'inquiéter par rapport à leurs gamins en voyant que quasiment tous les personnages du jeu fument. Et c'est vrai que dans cette esthétique de film noir que le jeu développe, inspiré beaucoup de Casablanca, du Faucon Maltais, des films de cette esthétique-là, il y avait beaucoup de cigarettes à l'écran, parce qu'on ne savait pas encore à quel point c'était toxique, etc. Et donc, pour reproduire cette esthétique-là, Grim Fandango fait fumer quasiment tous ses personnages. Manny, vous le laissez, comme vous avez vu, un peu immobile, va se mettre à fumer. Eva fume, il fume le cigare, la pipe, le cigarette, bon, etc. etc. Mais il précise dans le manuel du jeu qu'il ne faut pas s'en inquiéter, puisque de toute façon, tous ces personnages sont déjà morts. Mais donc, du coup, que la cigarette n'aura aucune incidence sur leur santé. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé rigolo à faire, même si, bon, on peut se poser la question. C'est un bal masqué ? C'est un bal masqué? Des 20 ans plus tard, je me rappelle encore de toutes les répliques de ce jeu. Oh mon Dieu, je l'ai tellement fait. Quelque chose de pas cher où je peux me la couler douce. Aïe aïe aïe. Tu sais, Manny, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide, si tu le veux. Oui, vas-y. Oh ouais, on abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carbu. Waouh. Quand ça, vous serez bien au chaud, monsieur Martinez. De plus, le mélange de ces deux... Donc voilà. Grosso modo, ce que je voulais vous dire sur Grim Fandango concernant cet enjeu du drame et de la narration, de la parenthèse, du premier plan et du deuxième plan dans le cadre du jeu vidéo. Je trouve que Grim Fandango est un cas intéressant de jeu, justement, entre ces deux tensions du jeu d'aventure qui ont eu du mal à se résoudre tout au long des années 80 et 90, avec différentes tentatives et différentes stratégies pour les réconcilier, puisqu'ils avaient vu dès le début, en fait, dès les premières expériences du jeu d'aventure qui datent de la fin des années 70, comme les Orques par exemple, puis après les King's Quest, etc., ont vu qu'il y avait cette tension irrésolue dans le jeu vidéo, entre énoncé principal et parenthèse, entre narration et drame, et l'importance qu'il fallait donner à l'un ou à l'autre. Je vais terminer du coup ce stream avec quelques considérations plus générales sur la façon dont les jeux d'aventure ont pris en compte cette évolution. Il est temps d'agir. Et là,
On va directement revenir dans l'ascenseur parce qu'il faut qu'on descende. Chemin arrière. Je vais rester un peu ici. Le temps d'expliquer ce que j'ai à dire. Donc, cette opposition entre drame et narration, entre parenthèses et énoncé principal, le jeu d'aventure est l'un des genres, si ce n'est le genre, dans lequel cette tension se réalise le plus nettement, en réalité, par rapport aux autres jeux que l'on peut connaître, le jeu de plateforme, le jeu d'action, le jeu de tir, le jeu de course, etc. Pour une raison assez simple, c'est que dans les autres types de jeux, ce sont des jeux dans lesquels la narration est beaucoup plus performative en réalité, et où il n'y a pas cette dichotomie, où il n'y a pas cette dyade. La narration de Mario, la narration dans un Mario, par exemple, dans un Super Mario Bros, ou dans un Kirby, ou dans un Zelda, etc., est généralement conditionnée exclusivement par les actes du personnage dans son aire de jeu. Pour que Mario sauve la princesse, Mario doit sauver la princesse. Et donc pour cela, il doit parcourir des niveaux, il doit sauter, tuer des ennemis, éviter des pièges, mais il n'a pas de besoin de décrire son environnement. Il n'a besoin que d'agir. Or, dans un jeu d'aventure, on peut soit agir, soit décrire, qui est donc une autre forme d'action, mais une action du coup qui ne fait pas avancer l'intrigue. C'est une action qui ne permet pas de résoudre les énigmes. Hein, je peux décrire un ascenseur, par exemple. L'ascenseur mène à l'étage supérieur. Cela n'a strictement aucune conséquence sur l'avancée du jeu. En revanche, si j'avance et que je croise un personnage... Toi et tes costards à la noix et tes trous de nez plantés au ciel, ça t'amuse tant que ça d'envoyer tes canettes de bière vides dans le tube, hein? Vous ne comprenez donc pas que le répartiteur du tube est un truc fragile et sophistiqué. Hein? Tu te crois plus malin que moi? Non. Bon. Le dialogue a fait avancer l'intrigue. Donc, il y a cet enjeu-là de savoir comment est-ce qu'on peut distinguer les deux et comment est-ce qu'on peut orienter le joueur dans la bonne direction du drame, de l'action. Et donc, il y a eu plusieurs solutions opérées là-dessus. Généralement, la solution proposée, qui est celle de Grim Fandango, des King Quest, etc., c'est de conditionner la fin du jeu d'aventure à une suite d'actions et de laisser la narration secondaire, voire superfétatoire. À tel point que un certain nombre de jeux d'aventure sont aujourd'hui très difficilement finissables, à moins d'avoir une solution, puisque les combinaisons d'actions que l'on doit opérer pour finir un jeu sont obscures, peu claires, peu évidentes. Et donc, même en décrivant tous les objets, on ne peut pas parvenir à comprendre la logique derrière ces associations. C'est ce qu'on appelle parfois sur Internet, dans le web anglophone, la Moon Logic, la logique lunaire. Je lui ai dédié une sous-section dans mon ouvrage Ludographie comparée, car c'est pour moi l'une des facettes de la difficulté, de ce qu'on appelle la difficulté dans le jeu vidéo. Et ça a été un vrai problème, et ça a vraisemblablement aidé, ou du moins ça a contribué à la chute de popularité du genre dans le milieu des années 90. Donc l'autre solution, ça a été, comme la solution de Runaway, d'obliger les joueurs et les joueuses à décrire tous les objets méthodiquement pour que le personnage lui-même comprenne ce qu'il fallait faire. Mais, si vous voulez, moi je peux poursuivre l'aventure en sélectionnant exclusivement les objets que je veux, en faisant en sorte de les manipuler, de les mélanger, de les faire interagir les uns avec les autres, sans que la logique de l'action ne paraisse claire ni au personnage, ni à un spectateur ou une spectatrice, par exemple, et pourtant résoudre l'énigme. Et puis, vous avez eu des tentatives inverses, assez intéressantes, assez atypiques, et un jour, j'en parlerai plus en détail, notamment avec un jeu qui s'appelle The Colonel Bequest, une aventure de Laura Bow, qui est un jeu fondamental de Roberta Williams, créateur de King's Quest, l'une des créatrices du studio Sierra avec son mari Ken, qui propose en fait une intrigue inspirée d'Agatha Christie, dans lequel on dirige une jeune femme nommée Laura Bow, invitée par une amie dans un manoir abandonné au fin fond du bayou américain,
pour y rencontrer sa famille. Et il va y avoir une série de meurtres, hein, un peu à la... comme dans les romans d'Agatha Christie. Et donc, on va devoir enquêter en qualité de Laura-Beau. Mais attention, on ne va pas pouvoir empêcher n'importe lequel des meurtres. Quoi que l'on fasse, l'histoire du jeu se déroulera avec ou sans notre concours. Les gens mourront toujours de la même façon, toujours à la même heure, toujours au même endroit. Et la seule chose que le jeu va considérer à la fin, alors il y a une petite décision que l'on peut prendre à la fin du jeu qui influence légèrement l'épilogue, mais au-delà de ça, la seule chose que le jeu va regarder, c'est est-ce que vous avez compris l'intrigue? Est-ce que vous avez trouvé qui était le meurtrier ou la meurtrière? Et donc, au cours de la partie, ça sera à vous de parler aux gens, de collecter des indices, d'être observatrice, afin de comprendre à la fin du jeu ce qui s'est passé. Mais le jeu sans ça se déroule sans votre concours. Sans votre concours aucun. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque pour faire progresser l'intrigue, il faut néanmoins que l'on rentre dans certaines pièces afin que des événements scriptés se déroulent, mais à part ce déplacement, rien d'autre ne se produit dans le jeu. Donc c'était une autre façon pour Roberta Williams d'essayer de résoudre cette tension-là entre narration et drame, entre énoncé principal et parenthèse, entre mise en scène de la parole, comme étant parole performative, la parole du personnage du jeu d'aventure qui agit et qui avance, et parole non performative, descriptive, qui n'aide en rien à la résolution de l'énigme, mais qui permet néanmoins de comprendre ce que l'on fait. Et donc Grim Fandango propose du coup cette opposition-là, en proposant certes de ne pas comprendre systématiquement ce qu'il faut faire pour résoudre les énigmes, mais en faisant en sorte que les paroles et la description que Mani opère sur son environnement aient une influence, notamment sur les personnages qui peuvent l'entendre. Donc voilà pour ce qui est de Grim Fandango. Je vais m'arrêter là pour ce soir, hein. Il y avait peu de phases de gameplay finalement, mais je voulais d'une part vous montrer ce jeu que j'aime énormément, et d'autre part discuter d'un genre que j'aime beaucoup, le genre du jeu d'aventure, voilà, à énigmes. Et donc voilà, c'est pour moi l'un des jeux les plus réussis de sa génération, et même encore maintenant, il est encore très plaisant à faire, surtout en mode remaster avec l'interface à la souris qui permet véritablement de ne plus avoir à jongler avec des contrôles qui sont parfois pas très évidents. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Là encore, hein, j'ai cette idée de faire des streams un peu plus courts que de coutume. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je remets la petite musique de fin. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont accompagné ce soir, voilà, de leur présence, hein, silencieuse ou non. Je vous dis donc dans tous les cas à la semaine prochaine, mercredi prochain 20h pour un nouveau stream linguistique et jeux vidéo sur un thème que je déterminerai en début de semaine prochaine. Il y a des chances que je stream ce week-end, samedi ou dimanche, je ne sais pas encore. Sans doute refaire un Link to the Past randomizer. Donc voilà, suivez-moi si ce n'est pas déjà le cas sur Twitter ou Mastodon pour voilà, être informé du stream. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine. Portez-vous bien et puis à bientôt. Ciao, ciao.